La série Great Museum a été rendue possible par la Fondation Eureka, dédiée au pouvoir éducatif de la télévision et des nouveaux médias. Avec le soutien de la Fondation Doris Duke pour les arts islamiques. Aujourd'hui, un moment clé de l'histoire du monde. Deux grands musées nous invitent à découvrir la splendeur de l'art islamique, dévoilant ainsi un héritage culturel commun. Les objets exposés dans les salles islamiques du Metropolitan Museum à New York et au Louvre à Paris révèlent tout un tissu de relations. Voilà pourquoi le terme « étranger » semble familier. Je me suis consacrée à l'art islamique depuis de nombreuses années maintenant, attirée sans doute tout simplement par la beauté. Mon œil a été séduit et je dirais aussi par l'ensemble de la culture. Une culture qui peut être différente à certains côtés, mais qui en même temps est finalement assez proche. Des musées à portée universelle comme le Louvre et le Met contribuent à balayer l'idée que les cultures sont fermées, alors qu'elles sont au contraire richement entremêlées. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde en effet connecté et global, mais ce monde connecté, il a aussi une histoire. Dans cet art islamique, c'est sans doute beaucoup plus difficile d'accès pour ceux qui n'ont peut-être pas la connaissance de cette culture, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qui n'aient pas forcément la connaissance de cette histoire très compliquée. L'art islamique est le reflet de 14 siècles de changements dans les paysages politiques et culturels de 3 continents. On parle d'un immense mélange d'images et de cultures issues du monde entier. Et ce qui en résulte dans la littérature et l'art du monde islamique est très excitant. L'une des splendeurs de l'art islamique, c'est l'incrustation sur métal. Et l'un des chefs-d'œuvre de cette technique et de ce type d'art, c'est le baptistère de Saint-Louis. Créé dans l'Égypte mamelouk, il est entré dans les collections royales de France. C'est un bassin en métal, en alliage cuivreux, incrusté d'argent, qui a été réalisé en Syrie ou en Égypte vers le milieu du XIVe siècle. Ce bassin va servir par la suite, notamment au baptême de certains enfants royaux, notamment de Louis XIII. Les Mamelouks étaient des esclaves devenus soldats qui ont renversé leur maître et ont ensuite dominé l'Empire islamique depuis le Caire pendant 300 ans. À l'intérieur du bassin, nous avons des frises de cavaliers qui, là aussi, renvoient pleinement à la vie de cour et à la dimension guerrière de cette dynastie des Mamelouks d'Égypte. On y voit des scènes de bataille et de violence, une tête décapitée et des membres tranchés. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'il n'y avait aucune résistance à l'utiliser pour un rite chrétien, le baptême, même si c'était l'œuvre d'artisans musulmans. Ça allait très bien. Je pense qu'une chose importante aussi à comprendre quand on a envie de découvrir l'art islamique, c'est de se dire que l'art islamique n'est pas, pour être peut-être caricatural, qu'un art arabe. Ce n'était pas non plus un art religieux. Le terme art islamique, inventé par des historiens d'art du XIXe siècle, fait référence à toute la production artistique qui a eu lieu sur des terres musulmanes à partir du 7e siècle. Du Maroc à l'Égypte,
en passant par le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Inde, et jusqu'aux frontières de la Chine. Dans l'univers mental aujourd'hui, on a l'impression que l'islam, c'est l'Orient. En tout cas, c'est comme ça souvent que donc, dans la culture occidentale, on présente l'art islamique. Or, l'Espagne a été islamique, le Maroc est un royaume occidental. Prenons l'exemple du lion de Monthon, une bouche de fontaine en bronze, créée entre le XIIe et le XIIIe siècle dans l'Espagne islamique. Il est typique de l'art islamique. La surface de la sculpture est entièrement recouverte de décorations ciselées dans le métal, notamment de la calligraphie arabe. Bien sûr, il en existe de multiples formes. On parle d'un art qui s'étend de l'Espagne à l'Inde et au-delà. Et entre les deux, il y a différents styles, différents matériaux, et on pourrait même se demander ce qu'ils ont en commun, ce qui les unit. Le lien le plus évident, c'est la présence de l'islam. Les musulmans croient que Dieu a dévoilé une nouvelle foi au prophète Mahomet dès 610 après Jésus-Christ, près de la ville de la Mecque, où des communautés juives, chrétiennes et païennes bien établies l'ont rejeté. Mahomet a déménagé à Médine, où il est mort 10 ans plus tard, en 632. Et pourtant, dans ce court intervalle, Mahomet et son armée réussissent à conquérir la plus grande partie de la péninsule arabique et à la convertir à l'islam. Quand on dit l'art islamique, tout le monde attend des objets de mosquée. Et je crois qu'il est important de dire et de redire que l'art islamique n'est pas qu'un art religieux, mais en même temps, il faut aussi montrer en quoi l'art islamique est religieux. Traditionnellement, la source de toute créativité pour les communautés musulmanes, c'est la mosquée. Dans sa forme la plus simple, la mosquée est une structure qui est dirigée vers la Mecque. Souvent, c'est un simple mur avec un signe qui indique la direction de la Mecque. Avec le temps, cet élément appelé mihrab, ou niche de prière, est devenu de plus en plus sophistiqué. Les carreaux bleus brillants de cet époustouflant mihrab sont caractéristiques de la ville iranienne d'Ispahan, la Cité bleue. Il y a plus de 600 ans, des artisans ont découpé et assemblé de petits morceaux de carreaux de céramique pour produire les volutes de feuillage et de calligraphie de ce chef-d'œuvre de minutie. Cette technique de la mosaïque qui s'est développée dans le monde grec et dans le monde romain, alors c'est une chose très peu connue que les cultures de l'islam reprennent des techniques et du répertoire décoratif du monde de l'Antiquité tardive. Au fur et à mesure des conquêtes des armées musulmanes, les traditions artistiques locales ont été intégrées à un art islamique en évolution constante. Au XIIe siècle, les artisans musulmans ont habilement martelé et percé du cuivre pour créer le dessin ajouré et complexe de cette lampe de mosquée. Et puis, il y a une inscription. Alors, elle est en fait juste dans la partie supérieure de la panse. C'est le Dieu unique, et Dieu est Dieu, et c'est ce qui crée le premier pilier de la foi islamique. Cette lampe a été conçue pour être suspendue au plafond. Elle illuminait la pièce d'une lumière tamisée, représentant la présence de Dieu. Pour moi, elle évoque d'une certaine manière le fondement de cet art islamique. Il s'agit d'une lampe qui vient de le fameux dôme du rocher, construit par Abdel Malik, l'un des premiers califes du monde omeyyade à la fin du 7e siècle. Les Omeyyades sont à l'origine des premiers grands monuments de l'art et de l'architecture islamique. Le dôme du Rocher, à Jérusalem, est le plus ancien hôtel islamique au monde, construit sur le site d'un temple romain. Et c'est une manière, je pense, symbolique aussi, de montrer que le calife omeyyade est le nouvel empereur romain de ce monde méditerranéen. Les Omeyyades ont installé leur nouvelle capitale hors d'Arabie, à Damas, en Syrie, une région qui était exposée de longue date aux cultures et aux influences du monde méditerranéen.
Ici, ils construisirent la grande mosquée de Damas qui présentait des formes et éléments issus de l'art classique, familier aux Occidentaux, comme des colonnes, des voûtes et des dômes. On est d'abord sur le territoire géographique de l'ancien Empire romain, en partie. On a voulu insister au musée du Louvre sur cette continuité entre l'Antiquité et le monde islamique. Au Metropolitan, cette cruche omeyyade du 7e siècle montre la fusion de traditions artistiques persanes vieilles de 4000 ans avec la toute nouvelle esthétique islamique. Elle a une longue anse très élégante et si vous regardez, vous voyez une forme féline, peut-être une sorte de léopard ou de chat sauvage qui étire élégamment son corps pour former cette anse. Mais que fait-il ? Sur le rebord, il y a une oie qu'il chasse. C'est un thème typiquement perse que la chasse. Ça en dit long sur cette forme d'art. Mais le corps représente une transition entre l'art figuratif et la répétition de motifs. Un canevas travaillé de feuilles de vigne, de formes géométriques ou de calligraphie dénote souvent une influence islamique. La calligraphie est un moyen de recréer le mot écrit à travers un dessin artistique. Ça n'est pas un hasard s'il y a cette présence de l'écriture à travers la calligraphie. Elle est liée fondamentalement à l'idée que ce monde islamique a la religion officielle et dominante qui est l'islam. La calligraphie arabe est omniprésente dans l'art islamique. La coque de ce galion brille grâce à de larges applications dorées. Si on regarde de très près, on voit que l'image est un calligramme, un texte calligraphié qui forme un dessin. La calligraphie était considérée comme l'art suprême, plus important que la peinture et que d'autres arts, parce que c'était un art pieux et que bien sûr la première chose qu'un grand calligraphe ferait serait de copier le Coran. Le Coran est le livre sacré des musulmans. C'est la révélation transmise par Dieu à Mahomet. C'est canonique. Aucun mot dans le Coran ne change. Ce sont les mêmes mots qui ont été écrits après que Mahomet les a récités au 7e siècle. Ce manuscrit, il s'agit d'un Coran d'époque du sultanat mamelouk, c'est-à-dire qu'il a été réalisé, en l'occurrence en Égypte, au Caire, à la fin du XIVe siècle. Le dos du livre est en réalité la couverture. L'arabe comme l'hébreu se lit de droite à gauche. Et ensuite, nous avons une double page d'ouverture qui a reçu également un décor particulièrement soigné, avec toujours un encadrement à l'or qui a encore gardé toute sa splendeur. Et nous avons les premiers versets du Coran qui sont copiés sur un fond délicatement décoré avec des rinceaux végétaux ponctués de boutons de lotus. Il est naturel qu'un beau livre sacré doive être présenté avec élégance et respect. Les présentoirs à livres, comme celui-ci, appelé Rala, étaient au centre de l'activité artistique dans le monde islamique. Il est fabriqué à partir d'un seul morceau de bois qu'il aura fallu fendre et séparer de façon à ce qu'il ait la forme d'un X. Mais si vous en assemblez les morceaux, vous pouvez voir qu'il est fabriqué à partir d'une même pièce de bois. Sur les côtés de ce présentoir à livres, vous trouverez d'extraordinaires gravures très fines et très profondes. Et si vous le regardez de près, vous réalisez qu'il a été conçu sur 3 niveaux différents. Vous avez des inscriptions cachées presque secrètes au niveau le plus profond. Le nom de Dieu et le nom sacré du prophète se trouvent en dessous de tout ce que vous voyez. L'écriture sacrée est étroitement mêlée à tous les aspects de la vie islamique. Les 99 noms de Dieu sont cousus sur tout le pourtour de ce tapis de prière au Louvre. Puisqu'en islam, on a cette manière d'évoquer Dieu à travers un certain nombre de noms et d'adjectifs. Donc voilà, et ils sont ici tous mentionnés.
Vous avez aussi énormément d'inscriptions et c'est ce qui fait aussi la grande qualité de ces tapis, car il est très très difficile de tisser des inscriptions, car il faut être très précis. Et en l'occurrence, comme vous le savez, aussi l'écriture est quelque chose de très important dans l'art islamique. L'écriture arabe dans le Coran est la manifestation physique du message de Dieu. Alors que l'Empire s'étendait au-delà de ses premières frontières, la langue maternelle du prophète est devenue la langue officielle, liant la religion au pouvoir et à l'identité arabe. Lorsque vous venez dans nos galeries ou que vous allez dans n'importe quel musée, vous avez des preuves, des objets. On ne vous dit pas seulement que la médecine grecque a été traduite en arabe. Là, vous avez le manuscrit, les preuves, avec toutes les informations exactes. C'est ce qui est formidable avec les musées. Vous pouvez vous faire votre propre idée et vous avez tous les outils pour le faire. Et c'est vraiment très stimulant. Lorsque la dynastie des Omeyyades est tombée aux mains de ses rivaux, les Abbassides, au 8e siècle, le cœur du monde islamique s'est déplacé vers l'Est, vers Bagdad, et avec lui, le siège des connaissances de l'époque. Cela a marqué le début de l'âge d'or de l'islam. Il faut avoir en tête que le monde islamique a servi d'abord de sorte de conservatoire pour le savoir hérité de l'Antiquité. À Bagdad, les califes abbassides ont réuni des érudits pour rassembler et traduire toutes les connaissances du monde connu. C'était une entreprise épique. Les arts et les sciences y ont prospéré pendant près de 400 ans. Tout a été détruit lorsque les Mongols ont conquis Bagdad au XIIIe siècle. Ce qu'ils ont réalisé à cette époque est connu sous le nom d'âge d'or de l'islam. Un art qui a fait progresser tout ce que l'humanité valorise. Pas seulement le monde musulman, mais le monde entier. Ce sont des pages d'un ouvrage médical de référence très populaire intitulé Des Materia Medica, l'un des premiers textes scientifiques traduits du grec vers l'arabe à Bagdad au IXe siècle. Il a été écrit par Dioscoride, un grec qui vivait dans ce qui est maintenant la Turquie, au début du 1er siècle de Jésus-Christ, et il a été traduit en arabe, puis illustré. C'est une pharmacopée avec les descriptions d'environ 1000 traitements à base de plantes. Cette page, en revanche, montre des hommes fabriquant des remèdes à partir de miel. C'est par le biais des traductions arabes, depuis le grec notamment, que les textes de l'Antiquité classique, grecque et romaine, ont été retransmis à l'Occident. Quand on étudie la façon dont les cultures convergent, on réalise que la science se situe souvent à leur intersection. Voici un astrolabe islamique, un globe porteur d'étoiles, basé sur un instrument de l'Antiquité grecque qui permettait de prédire la position de la Lune, des étoiles et des planètes. En fait, certains des objets que vous voyez étaient des technologies partagées entre les marins musulmans et chrétiens qui adoraient mettre la main sur ce type d'instruments avancés lorsqu'ils établissaient des routes commerciales dans le monde entier. Parce que tout le monde veut toujours le dernier gadget, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un astrolabe, c'est une sorte d'intérêt unificateur. L'astrolabe a été perfectionné dans le monde islamique, notamment par l'astronome Al-Soufi, qui en a décrit 1000 usages différents, y compris comment trouver la direction de la Mecque pour la prière. Nous avons ici le manuscrit du catalogue des étoiles d'Al-Soufi. Il a été écrit à la fin du Xe siècle, puis copié et copié et recopié. Cet exemplaire du XVe siècle, réalisé 500 ans après l'original d'Al-Soufi, s'ouvre sur une double page montrant deux personnages sur des trônes. Il s'agit en fait de la constellation de Cassiopée. Et Cassiopée, dans ce livre, comme toutes les autres constellations, est montrée à partir de deux perspectives. Celle de droite, vue de l'extérieur du ciel, regarde vers le bas. Celle de gauche est comme si nous levions les yeux vers le ciel. Au fil des siècles, les astronomes de la cour ont mis à jour leurs calculs.
Il y a beaucoup de variabilité dans le ciel. Et bien qu'il parle d'étoiles fixes, rien n'est figé. Mais cela faisait partie du génie de ces scientifiques. Ils comprenaient cela et ils étaient si bons mathématiciens qu'ils pouvaient recalculer et recalculer au fil du temps. Il faut avoir en tête que des mots d'emploi usuel, comme algèbre ou algorithme, sont des mots qui sont d'origine arabe. Et c'est cette domination de la géométrie et de l'algèbre qui va très directement aussi influencer leurs productions artistiques. On peut voir l'utilisation de la géométrie dans cet élégant plafond voûté de l'Égypte mamelouk. Ce porche a donc voyagé depuis l'Égypte vers l'Europe, vers la France à la fin du XIXe siècle, mais il a été remonté seulement tout récemment pour l'ouverture des nouvelles salles du Louvre. Cela nous permet d'évoquer le faste de ces intérieurs princiers qui montrent un décor de pierre très finement sculpté, là aussi d'arabesques végétales ou de motifs géométriques. Dans ces portes égyptiennes du XIVe siècle, il est évident que la géométrie est utilisée comme un art. Alors, on peut voir ici tout d'abord la complexité du réseau géométrique sur lequel est basé le décor. Ce décor est organisé autour de ce qu'on appelle des polygones étoilés. Ce sont les motifs que l'on voit ici. Les bois exotiques comme nos bois de rose africains et l'ébène étaient souvent importés à grands frais de pays lointains. Dans ces régions, le bois était une essence relativement rare et on cherchait à réutiliser le moindre morceau de bois dont on pouvait disposer. Au Moyen Âge, une économie marchande prospère et un solide réseau de routes commerciales ont contribué à faire du monde islamique la première civilisation véritablement universelle. L'idée d'un monde à part n'existait pas. C'était vraiment un monde connecté au monde et qui, je pense, aidait à créer des économies robustes, riches et opulents. L'architecture est l'une des gloires de l'art islamique. Partout dans le monde islamique, de l'Espagne à l'Inde, quand on pense aux édifices les plus remarquables dans le monde entier, les plus célèbres sont islamiques. L'un des monuments les plus importants du monde islamique se trouve en Espagne. La grande mosquée de Cordoue est considérée comme la plus ancienne structure islamique d'Europe et la plus innovante. Les premiers conquérants musulmans de l'Espagne ont construit la grande mosquée à Cordoue. Le beau mihrab, les magnifiques arches rayées et le style de décoration à black. Le style unique de la mosquée est distinct de l'Ibérie musulmane, où une confluence de cultures a entraîné un développement différent entre les terres espagnoles et le reste de l'Europe. Les Arabes sont arrivés au 8e siècle. La péninsule ibérique était habitée par des chrétiens et des juifs à cette époque. Pendant un certain temps, les gens semblaient vraiment vivre en paix les uns avec les autres et dans la tolérance. Dans cette cour du Metropolitan, on voit clairement les harmonies artistiques créées par ces cultures qui se chevauchent. Elle a été construite à l'intérieur du musée par des artisans de la ville impériale de Fès au Maroc. Nous voulions créer une cour marocaine car c'est lié à notre musée, lui-même lié à l'art islamique occidental, d'Espagne, d'Afrique du Nord et du sud de l'Italie, et aux 8 siècles d'islam en Europe. Et nous voulions aussi apporter la main d'un artisan encore vivant au musée. Le point de départ pour cette cour marocaine, ce sont ces 4 colonnes du XVe siècle. Mais toutes les gravures autour d'elle, le stuc au-dessus, les boiseries et le travail de la céramique est moderne. Et tout a été fabriqué dans un style approprié par ces artisans vivants. Sur les 40 000 artisans que compte Fès, le Met a choisi l'entreprise familiale Naji, dirigée par 4 frères et leur père.
Cela fait 7 générations que nous sommes dans ce secteur. Mais ma famille et moi n'avons jamais participé à un projet de ce genre. Cela va servir de référence aux étudiants pour en apprendre davantage sur l'architecture islamique. Nous avons travaillé près de 6 mois au Maroc pour fabriquer tous les carreaux. Les morceaux de carreaux coupés ont ensuite été assemblés au sol comme un puzzle, mais à l'envers, avant d'être fixés par un mortier. Nous avons dû obtenir des variations de couleurs. Par exemple, 3 nuances de bleu, 2 nuances de vert, de sorte qu'ils présentent les caractéristiques d'un panneau ancien et antique. Le bois a été sculpté au Maroc, dans du cèdre, dans l'Atlas, près de Fès. Nous avons utilisé certains des meilleurs sculpteurs sur bois de la ville. Le plâtre a été sculpté sur place par des maîtres artisans qui excellent dans la sculpture de compositions type arabesque ou végétaux fluides. Les motifs ont été dessinés au pochoir, puis façonnés à la main à l'aide d'outils spéciaux. Pour nous, c'est un peu comme si nous avions été transportés en 1300. Par exemple, le plâtre sur les murs, ils le lissaient avec les mains. Quand je regarde cette cour, je vois des mains partout. Tout est touché par les mains. C'est incroyablement magique de voir des artistes travailler avec les techniques du passé. En mettant en évidence cet art incroyable qui vit encore, nous avons accompli beaucoup de choses. Nous avons réussi à reproduire une cour marocaine, mais nous avons aussi réussi à évoquer l'idée de 8 siècles d'islam en Europe et de ses liens avec l'Afrique du Nord. On peut se poser la question de la place de l'art islamique dans l'art occidental et dans les collections d'art occidental. Mais en Europe, le monde islamique, il est chez nous. Le monde islamique a été et est européen. De nombreux objets islamiques dans les collections de musées européens étaient des cadeaux de chefs d'État musulmans ou butins de guerre. Alors, pour ce qui est du Louvre, qui, vous le savez peut-être, date de 1793 et est une œuvre de la Révolution française. Le trésor royal français comprenait de magnifiques objets islamiques et devint la propriété du Louvre en 1793. Le Louvre crée, dès 1893, une section des arts musulmans. C'était le mot qui était utilisé à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, les nouvelles salles islamiques du Louvre sont marquées par un toit doré, ondulant, qui évoque les images d'un voile flottant, un tapis volant, ou encore le sable du désert soufflé par le vent. Les façades néoclassiques environnantes réaffirment la place de l'art islamique dans les collections d'art européennes. Un des modes d'arrivée des objets orientaux, islamiques, dans les collections européennes a été leur arrivée dans des trésors d'église. Exposée au musée du Louvre, cette aiguière de l'abbaye royale de Saint-Denis, près de Paris, a été sculptée dans une seule pièce de cristal, très pur et très fin. C'est une aiguière qui est arrivée dans cette abbaye dès le XIIe siècle. Et donc c'est un des objets qui est arrivé parmi les plus anciens dans les collections européennes. Et pourtant, elle a été fabriquée en Égypte, sous le règne des Fatimides, une famille chiite qui, en tant que descendant de la fille de Mahomet, Fatima, revendiquait le pouvoir absolu. Il y en a 7 dans le monde. Un érudit les appelle les 7 magnifiques. Sous les Fatimides, le Caire devint la capitale culturelle du monde islamique, un monde qui comprenait la Terre Sainte. Pendant 200 ans, les croisés d'Europe se sont battus pour prendre le contrôle de Jérusalem, jusqu'à ce qu'il soit repoussé une fois pour toutes par les Mamelouks. Puis, les Mongols sont venus frapper à la porte. Alors cette belle bouteille en verre sur laquelle figure une scène montre des combattants déguisés en mamelouks. Donc on a les Égyptiens et les Syriens d'un côté et les Mongols de l'autre. Elle est fabriquée par un verrier mamelouk, donc bien sûr, les Mamelouks ont l'avantage. Dans l'Égypte islamique, les Mamelouks ont élevé le savoir-faire ancien de la fabrication du verre
en un art extrêmement raffiné. Leurs lampes de mosquée, dorées et émaillées, étaient convoitées bien au-delà des frontières de l'islam. On a retrouvé des objets en Chine, mais également ce sont des objets qui vont voyager vers l'Europe et qui vont influencer les fameux verriers vénitiens, les verriers de Murano, qui va par la suite supplanter des verriers islamiques. En fait, les liens étroits de l'Italie avec les civilisations islamiques avancées ont enrichi la Renaissance italienne. Cette boîte en ivoire du Metropolitan, sculptée dans le sud de l'Italie, est un parfait exemple de ces échanges. Les personnages qui sont debout sur les côtés ont des turbans. C'est un mélange fantastique entre un style romain de sculpture et des images qui sont vraiment liées au monde islamique. Dans l'Espagne islamique, des sculptures d'ivoire comme celle-ci, exposée au Louvre, étaient offertes aux membres de la famille royale. Faite à partir d'une seule défense d'éléphant, sa taille est exceptionnelle, mais c'est évidemment le travail de sculpture qui en fait un chef-d'œuvre. En 1492, Ferdinand et Isabelle renversent le régime musulman, achevant, après plusieurs siècles, leur reconquête de l'Espagne. Puis, ils envoient Christophe Colomb vers l'ouest, où il découvre le Nouveau Monde. À l'est, l'Empire islamique s'étend jusqu'à la Chine. Une des idées qui est vraiment au cœur, sans doute, de la présentation, c'est le fait de ne pas isoler les cultures de l'islam, de montrer justement qu'elles ont été, comme d'autres cultures, passeurs. Au Louvre, ce plat du XIIIe siècle témoigne de l'influence de la céramique chinoise sur la poterie islamique. Alors d'abord, ce qui est le plus chinois, je dirais, dans ce plat, c'est sa couleur, cette couleur turquoise. Il a été fabriqué en Iran en imitant cette technique du céladon. Ces céramiques chinoises d'une seule couleur, d'une couleur monochrome, vert, bleu, qui commence très tôt, vers le Xe siècle, était censé imiter les jades. Le poisson et les feuilles de lotus sont des motifs chinois, mais les cercles concentriques et la calligraphie stylisée marquent l'appartenance de ce chef-d'œuvre à la tradition artistique islamique. Mais souvent, des œuvres comme celle-là, elles témoignent d'un savoir-faire qui est né en Chine, par exemple, donc qui a été finalement apprivoisé en terre d'islam et qui a été transmis au monde occidental. Vous voyez, cette espèce de lieu de passage. Dès le IXe siècle, la poterie chinoise est exportée en quantité énorme, empruntant la route de la soie. Finalement, les ateliers de poterie en Iran, comme Nishapur, produisirent les pièces les plus belles et les plus inventives du monde islamique. Ici, en marron, en vert et jaune, la version Nishapur du classique chinois, le splashware. Et ce bol blanc, de 45 cm de diamètre, c'est la réponse du potier de Nishapur à la porcelaine chinoise. Une fine couche d'argile blanche recouvre de la faïence rouge. En noir est écrit en caractères arabes « La délibération avant l'action protège du regret ». À l'aube du XIIIe siècle, quand ce pot a été confectionné, le savoir-faire des potiers avait atteint son apogée. Techniquement, ce pot est remarquable car il comporte deux couches. Il possède une couche externe de végétation habitée par des animaux fantastiques, comme des harpies ou des sphinx, des lions à tête humaine, des oiseaux à tête humaine. Cette profusion de bêtes fantastiques était là pour protéger son propriétaire. Sur ces carreaux en forme d'étoile, des signes du zodiaque.
Et ici, la représentation du signe astrologique du lion, associé avec sa planète habituelle, le soleil, représenté derrière lui. Et ces carreaux, ici, ont été réalisés très certainement dans cette ville de Kashan. Les potiers de Kashan sont renommés pour leurs carreaux délicats en forme de croix et leur maîtrise de la technique du lustre métallique. Il s'agit d'un décor qui est peint sur une glaçure opacifiée, le plus souvent blanche, à l'aide de particules métalliques mélangeant le cuivre et l'argent. Et ensuite, il va y avoir une cuisson qui va permettre d'obtenir un décor au reflet chatoyant, au reflet métallique, imitant parfois l'or notamment. Pour produire de la céramique de cette qualité, il faut de véritables techniciens et bien entendu des artistes. Et il y avait également des calligraphes qui collaboraient avec les ateliers de céramistes pour réaliser ce type d'inscription extrêmement soignée. Ici, il s'agit d'inscriptions coraniques. Ici, exactement, dans cette zone, l'empreinte d'un doigt, probablement du céramiste, qu'il a mise peut-être dans le four. Donc, il a imprimer l'empreinte de son doigt. C'est un petit accident de production, mais qui nous permet d'avoir une trace voilà, très touchante de l'artiste qui a réalisé cette œuvre. L'industrie potière de Kashan a miraculeusement survécu à l'invasion mongole du XIIIe siècle. Mais il ne reste que des vestiges du Nishapur médiéval, qui a été détruit en même temps que d'autres centres culturels iraniens. Genghis Khan a placé toute l'Eurasie sous contrôle mongol. Donc on est ici sur la représentation de cette société iranienne juste avant l'arrivée des Mongols. Ce visage en stuc, un fragment d'une sculpture grandeur nature, a orné un palais iranien près de la ville de Rai avant qu'il ne soit rasé par des armées mongoles. Je pense que c'est intéressant quand on parle d'art islamique. On se dit que c'est un art religieux et que le Coran interdit la représentation humaine. En réalité, les figures humaines sont seulement interdites dans l'art et l'architecture religieux. La figure humaine est tout à fait présente partout et tout le temps dans l'art islamique. Les successeurs de Khan ont créé un nouvel ordre mondial et se sont placés au centre de celui-ci. Ce tableau de Jonah et la baleine est inspiré des chroniques du Compendium écrites par Rachid al-Din, un administrateur juif de la cour d'Ilkhan. C'est la première tentative connue d'écrire une histoire du monde. Une des motivations était de placer les nouveaux conquérants de l'Iran dans l'histoire de l'Iran. Ils se sont donc en quelque sorte inscrits dans l'histoire du monde. Jonah et l'ange sont représentés avec des traits mongols, et l'ange porte la tenue traditionnelle mongole. Finalement, d'importants chefs mongols adoptèrent la religion musulmane. C'est l'un des plus grands Corans jamais réalisés. Chaque ligne d'écriture fait plus d'1 mètre de long et chaque page mesurait à l'origine plus de 2 mètres de hauteur. Il a été fabriqué pour le conquérant cruel d'Asie centrale, Tamerlan, qui se considérait être le digne successeur de Genghis Khan et le sabre de l'islam. Le calligraphe qui a copié ces lignes, Umar Akhta, était en fait un maître calligraphe qui avait présenté à Tamerlan le plus petit Coran que vous puissiez imaginer, avec une écriture minuscule. Il a présenté ce Coran virtuose à son chef, à Tamerlan, qui n'a pas du tout été impressionné. Donc ça aurait pu être un gros problème à cette époque. Car si Tamerlan n'était pas satisfait de vous, cela pouvait signifier la fin de votre carrière, la fin de votre vie et beaucoup de mauvaises choses. Umar Akhta a donc décidé de faire le contraire et de fabriquer le plus grand Coran jamais réalisé. Il a dû être apporté au palais sur une charrette, tellement il était gros et lourd. Et lorsqu'il l'a présenté à Tamerlan,
Le sultan était très heureux. Au cours du millénaire qui s'est écoulé, après que Mohammed ait reçu ses premières révélations, le monde islamique s'est étendu, divisant pour mieux conquérir, jusqu'à former 3 empires, les Ottomans en Turquie, les Moghols en Inde, les Safavides en Iran. La capitale safavide, Ispahan, était une ville moderne éblouissante. Une grande partie de celle-ci a été construite au XVIIe siècle, bien que ce soit une très vieille ville. Et ce panneau de tuiles présente une scène typique de ce qui se serait passé là-bas. Le panneau de tuiles représente une femme dans une pose plutôt provocante, qui tend un verre de vin à un prétendant européen. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une dame convenable ou pas. Mais l'idée de base est que la Dolce Vita était bien présente à Ispahan au XVIIe siècle. Au Louvre, un panneau en céramique similaire représente un jeune prince et son professeur de poésie engagés dans une joute poétique. Ce prince, qu'il soit éduqué aux arts de la guerre, il est éduqué aussi à écrire de la calligraphie, à composer d'abord de la poésie et ensuite de réciter cela à son maître de poésie. En Perse, la poésie et la littérature sont des traditions centenaires qui ont donné naissance à un nouveau genre de peinture, l'art du livre illustré. Sous les Safavides, en Iran, au XVIe et XVIIe siècle, l'art du livre illustré atteint de nouveaux sommets. Ces folios sont tirés du plus célèbre des manuscrits du XVIe siècle en Iran, le Shahnameh ou Livre des rois, écrit pour le Shah Tahmasp. C'est somptueux à tout point de vue. Le pic absolu de la perfection dans la peinture persane. De l'or et de l'argent ont été utilisés dans les peintures et d'autres couleurs ont été obtenues en broyant des pierres précieuses. Il y a beaucoup de scènes de bataille. Il y a des scènes d'amour, des rencontres avec des sorcières, des démons, des dragons, toutes sortes de monstres fantastiques. Il y avait plus de 250 pages illustrées, et l'un des premiers folios est celui-ci qui montre l'invention du feu. Les peintures sont inspirées d'un poème épique écrit par le poète perse Ferdowski 500 ans plus tôt, autour de l'an 1000. 50 000 couplets qui riment relatent le récit des rois anciens de Perse depuis leur début mythique jusqu'à la conquête de la Perse par les Arabes autour du 7e siècle. On dit que Ferdowski était fort nostalgique et cherchait à convoquer l'identité culturelle perdue de la Perse. Ce manuscrit représente un sommet de la peinture iranienne. Cela a idéalisé le monde au point que des batailles terribles et des événements dramatiques se sont transformés en une sorte de vision de la beauté, presque. Et ce genre de peinture a profondément influencé les Ottomans et les Indiens des deux côtés de la Perse. Dans le sud de l'Inde, le royaume de Bijapur s'identifiait fortement à l'Iran safavide. Ce tableau représente une réunion imaginaire entre les chefs passés et futurs du Bijapur, assis sur un magnifique tapis persan. Il y a de superbes montagnes, ces montagnes roses à l'arrière-plan, avec des arbres et des panoramas. Le personnage central qui trône au milieu du tableau avec un pied posé sur le globe est le fondateur de la dynastie, Yusuf. Et tout autour de lui, sur ces fabuleux tapis, ce sont ses descendants. En fait, cela représente une période de 200 ans. Et cela montre aussi à quel point ils avaient une haute vision d'eux-mêmes. En réalité, le Bijapur, en proie à des agressions répétées de l'Empire moghol au nord, est sur le point de tomber. Ces magnifiques dagues ornées de pierres précieuses faisaient partie du costume royal des Moghols, symbole de leur puissance militaire et de leur richesse sans limite.
Ils ont inauguré l'une des plus somptueuses époques de l'art mondial. Règne après règne, l'idée d'opulence, de créativité, d'accomplissement est apparue sous de nouvelles facettes. L'un des plus célèbres chefs moghols est le Shah Jahan, qui a construit le Taj Mahal. Voici son portrait. Il est dans une position très royale. Il a le dos droit sur un cheval, il est auréolé, il a tous ses attributs martiaux. Il a également des motifs opulents, des poignards opulents, des textiles opulents tout autour de lui pour montrer qu'il a du goût et montrer qu'il est issu d'une grande cour. Montrer aussi l'opulence qu'il sert, car il est bien sûr le créateur d'un des édifices les plus opulents du monde. Le Taj Mahal est en marbre, incrusté de pierres précieuses et semi-précieuses, une parfaite harmonie d'arches, de dômes et de minarets. Dans la pièce centrale, les tombeaux de Shah Jahan et de sa reine. Autour, une lumière douce filtre à travers les écrans appelés Jali, créant un jeu d'ombre et de lumière enchanteur. Un jali est une sorte d'écran percé. Et manipuler une pierre dure en une sorte de dentelle est une prouesse technique incroyable, issue des grandes traditions indiennes de tailleurs de pierre, qui bien sûr remontent également avant la période musulmane. Ce jali a été conçu comme un motif dans le motif. La partie principale du jali se compose de deux treillis qui se chevauchent. Ceux qui sont faits de lignes épaisses, basées sur une forme octogonale. Et puis à l'intérieur de cela, une sorte de niveau interne, qui est en réalité à l'intérieur du treillis plus grand, consiste en un motif plus petit, un motif à base d'étoiles. Et au cœur de chaque étoile se trouve un petit motif sinueux. Ce petit élément ici et là, cela forme un méandre. L'art islamique atteint son apogée durant le dernier empire de l'islam, l'Empire ottoman, qui a su s'inspirer de l'art des zones qu'il conquérait. Voici l'insigne officiel, ou la Tougra, de Soliman le Magnifique, le plus grand chef du dernier empire de l'islam, l'Empire ottoman. Son nom est inscrit à l'encre, au milieu de fleurs en aquarelle et en or. Au XVIe siècle, sous le règne de Soliman, l'État ottoman devient une puissance multinationale et polyglotte. L'Empire ottoman était un empire immense. Une grande partie du monde s'y trouvait rassemblée, et pas seulement par la conquête militaire, mais par les liens politiques et tous les autres liens habituels qui lient un empire, mais aussi par le langage de l'expression artistique. Et on retrouvait une unité dans le style artistique exprimé à travers la Méditerranée, un style caractéristique de l'Empire ottoman. Les ateliers royaux produisaient des articles de luxe pour la cour, tandis que les fabriques commerciales façonnaient des objets pour des clients de toutes sortes. La ville Uşak était et est toujours connue pour sa production de tapis. Les tapis d'Uşak sont particulièrement connus pour le style de ce grand médaillon que vous pouvez voir ici. Vous voyez que le médaillon central est complet, mais sur les bords, chaque médaillon a été amputé de moitié. Et il y a une raison pour cela. Vous créez l'illusion de la répétition à l'infini. Et l'idée de l'infini fait en réalité allusion au divin. Dans un certain sens, il y a donc un idéal très élevé tissé dans ce tapis. Les fabriques d'Iznik produisaient des pièces en céramique avec de splendides motifs, comme cette assiette sur laquelle est peinte un paon entouré de feuilles saz qui ressemblent à des plumes. Et saz, en turc, est un mot qui a une signification assez proche de forêt enchantée, justement. Donc, on est vraiment dans le monde, voilà, de l'enchantement, de l'imaginaire, avec un paon qui se promène un petit peu en suspension, on pourrait dire, dans une forêt composée de grandes feuilles dentelées, allongées, un peu tourbillonnantes, qui impriment un rythme tourbillonnant à l'ensemble de la surface de la coupe.
Des feuilles sages entourent un dragon dans ce dessin réalisé par un artiste renommé, Shah Kouli. Il était évidemment formé à l'art de la calligraphie, car si vous regardez la façon dont la ligne se trace à l'arrière du dragon, elle est épaisse et mince. Il bouge comme un stylo calligraphique. Mais le dragon a l'air réel, il a de grandes dents, il a une réelle vigueur dans sa façon de bouger. Et tout autour de lui, il y a ces superbes feuilles. Les feuilles sages se trouvent aussi sur des carreaux colorés comme ceux-ci, qui aujourd'hui encore illuminent les murs de palais et de mosquées à travers Istanbul. Les potiers d'Iznik fournissaient aussi des pièces aux pèlerins, des carreaux comme souvenirs que les voyageurs pouvaient ramener chez eux et poser au mur. Ce carreau montre le Kaaba, qui abrite la pierre noire dans la ville sainte de la Mecque. Un carreau similaire représente la ville sainte de Médine, qui n'est pas un arrêt obligatoire pour les pèlerins, mais tout de même emblématique. Pour comprendre comment vivaient les gens, il suffit de voir les pièces dans lesquelles ils vivaient. Voici une pièce provenant d'une maison d'un noble de Damas au XVIIIe siècle, en Syrie. Un carrefour commercial prospère et un lieu où se retrouvaient les caravanes du Hajj. La salle de Damas est l'un des trésors les plus chers de notre collection. Il nous a fallu près de 8 ans pour l'aménager. Pendant ces 8 années, le Metropolitan a fait des recherches approfondies sur la pièce et une restauration minutieuse des moindres détails de l'immense plafonnier installé 20 mètres plus haut. La salle présente des motifs de tulipes, par exemple, très similaires à une période de l'histoire ottomane où la mode des tulipes était intense. Donc, vous avez ce genre de tulipes partout. Et puis, vous avez également une forte empreinte de design mamelouk, avec des formes géométriques très puissantes et des cercles d'un certain type et une décoration à base de médaillons. Et vous voyez ça au plafond. Vous le voyez aussi dans certains des panneaux muraux. Il y a de la poésie autour de toute la corniche. Et la poésie loue la maison, loue le propriétaire de la maison et loue le prophète Mahomet. Et en même temps, certaines des images que l'on voit sur les panneaux des murs sont empruntées à des sources européennes. La pièce de Damas reflète un climat à la fois cosmopolite et fermement ancré dans la tradition. Les Ottomans ont résisté longtemps, mais pas éternellement. Après la Première Guerre mondiale, leur empire a été divisé par les Alliés. Un nouveau terme a alors été employé, le Moyen-Orient. La Syrie fut placée sous le mandat de la France et en 1929, une équipe d'experts français qui travaillaient avec des artisans locaux sur la restauration de la grande mosquée de Damas firent une découverte importante. Parmi les trésors du département des arts de l'islam au Louvre figure un ensemble de 9 relevés des mosaïques de la grande mosquée de Damas. Les mosaïques datent de l'époque de la construction de la mosquée au 8e siècle. Pendant près de 1000 ans, elles ont été célébrées à travers le monde, avant d'être recouvertes de plâtre sous le règne ottoman. Mais le plâtre ne les a pas seulement cachées, il les a aussi protégées. Et ainsi, elles ont conservé leur couleur d'origine. À l'époque, la photographie était en noir et blanc. Donc, l'équipe fit des reproductions sur papier et en couleur. Et donc, vous avez ici une photographie montrant justement ces artistes en train d'exécuter ces relevés, qui étaient exécutés sur des panneaux de papier de taille assez réduite, qui ont été ensuite assemblés les uns avec les autres. Si l'on s'approche, on se rend compte que chaque tesselle de mosaïque a été rendue 1 à 1. Donc c'est vraiment un rendu magnifique. La découverte et la redécouverte d'un héritage culturel immensément riche inspirent les spécialistes qui étudient, conservent et exposent l'art islamique au Louvre, au Metropolitan et dans d'autres grands musées. Je suis profondément convaincue que l'enrichissement individuel vient de la connaissance de l'autre. Alors il se trouve que cette connaissance, j'ai envie de l'aborder par l'art, qui sans doute nous fait rentrer au plus profond de la personnalité d'une civilisation.
Aujourd'hui, je crois vraiment que ces musées sont l'antidote à l'islamophobie. Car même les personnes opposées aux idées derrière ces objets ne vont pas pouvoir s'empêcher d'être attirées par leur beauté. L'art, qu'il date de plusieurs siècles ou qu'il soit d'aujourd'hui, peut servir de catalyseur à la compréhension d'une civilisation. Alors oui, cette responsabilité, elle est énorme, mais c'est aussi une magnifique opportunité de se dire que on a une forme d'utopie, on peut changer le monde. Les musées peuvent changer le monde. Je sais que ça demande beaucoup, mais en fait, je pense que c'est très simple, car il vous suffit de faire le premier pas sur la voie de quelque chose de beau et de positif, et vous vous retrouvez dans cette direction, sans trop de difficultés. La série Great Museum a été rendue possible par la Fondation Eureka, dédiée au pouvoir éducatif de la télévision et des nouveaux médias. Avec le soutien de la Fondation Doris Duke pour les arts islamiques.